tu te casses. Viens ici que je te bute, enculé. Et on donne ça, gueule. Une mine. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Bonjour à tous, salut les geeks, aujourd'hui on fait dans le dessin animé oublié, mais inspiré de Marvel, le jouet vintage ayant 35 ans d'âge, et dans le comics marvelien bien massacré par Lug. C'est une honte. Ah ouais, c'était qui ça? Le groupe Talk Talk en 1984, qui nous avait sorti cet incontournable de la pop musique, repris par la pub pour la 205, vous vous souvenez? Ah ouais, quel souvenir! Allez, on envoie le crin-crin. Est-ce que vous vous souvenez du dessin animé Samson et Goliath, les gens? Ouais, bof. C'est juste avant la révolution Goldorak ou Albator, la série d'Hanna-Barbera, cette société américaine spécialisée dans les dessins animés pour la télé, nous présentait les deux premiers héros transformables à partir de mars 76 sur TF1. Un jeune homme et son chien parcouraient les routes en moto et à chaque fois ils rencontraient un puissant ennemi qui les poussait à intervenir. Ils avaient que ça à foutre, les mecs. Samson, version modernisée du personnage biblique, entrechoquait les bracelets magiques qu'il portait au poignet et hop, il devenait surpuissant, avec des biceps à la Schwarzy, portant beau le juste au corps blanc décolleté. Et avec une coupe au carré qu'un certain musclore lui a piqué quelques temps après. Bref, il était capable avec sa force d'affronter des monstres de 30 mètres de haut ou de défoncer n'importe quel mur. Un peu comme toi. Oui, un peu comme moi. Quand on y regarde de près, Samson fait penser au Captain Marvel, car il entrechoque ses bracelets comme le guerrier cri. Et quand Samson provoquait un nouveau choc avec ses bracelets, c'était au tour de son chien de se transformer en lion géant doté d'une super force et capable de lancer des rayons laser optiques pouvant faire fondre le métal. Ils ont fumé quoi là, les mecs? En plus, un chien qui se transforme en lion, c'est pas logique à la base. Ouais. Au même moment, il y avait un autre héros qui passait à la télévision sur TF1 et c'était Mythor. Ouais, enfin en 78, hein, c'est 2 ans après. Et tu vas continuer à me les hacher menu longtemps comme ça, toi, avec tes remarques? Ah bah c'est bon si on peut plus rien dire, hein. Enchaînez les blaireaux. Mythor était inspiré du dieu nordique de Marvel, le puissant Thor. Ah bon? Et oui, le jeune Thor était équipé d'une massue en bois magique. Comme le bâton du Dr Blake. Avec cette massue qui lève vers le ciel, il se transforme en créant Mythor. Un peu comme Musclor. Tu as trouvé ça tout seul? Son dinosaure volant de compagnie appelé Tog devient aussi un dragon qui crache du feu. Ma mère m'avait offert une panoplie de Mythor, je m'en souviens quand j'étais gosse. J'ai encore la massue. C'est vrai que t'es un spécialiste des combats, toi. Eh, pauvre Goyo, Bon, vous l'avez compris, Mythor et Samson sont les sources d'inspiration de Musclor et de son tigre. Ce sont les ancêtres, tu veux dire? Oui, c'est d'autant plus vrai que Goliath est l'ancêtre de Kringer, le tigre de combat de Musclor. Et justement, en parlant de Musclor, je crois que tu nous as emmené un jouet exceptionnel. Oui, alors tout à fait ma gueule, j'ai ressorti du grenier familial cette magnifique antiquité datant de 1984, produit chez Mattel, d'une taille d'environ 40 cm sur 36 cm et de 14 cm de haut. Et ça fait combien en pouces? Je sais rien moi, qu'est-ce que j'en ai à péter? ça fait 5,5 pouces. Mais on s'en branle les mecs. Bah alors c'est quoi ce truc? C'est Mygalor, le véhicule maléfique de Skeletor. C'est une merveille d'électronique motorisée avec des piles. Comme ma bite. Mygalor se déplace comme une araignée, elle capture ses proies avec ses crochets, voyez ici. Hein. Ah non mais laisse-moi, bâtard va. Bon, mon modèle a besoin d'être nettoyé, mais dès que je l'aurai remis en état, je vous montrerai ses déplacements. Oh bah j'espère. Je n'ai pas retrouvé les deux armes qu'on pouvait mettre à l'avant de la bestiole, mais je les ai eues à une époque. Eh, c'est un bon joujou ma gueule, hein. Et puisqu'on parle d'araignée, je crois que tu vas nous parler d'un épisode de l'araignée dans Nova, légèrement censuré. Totalement, tu es bien renseigné. Bah ouais, c'est normal, hein. On a préparé l'émission ensemble, il est con lui. Hein. Un matin de 1982, mon père me donne un livre bien étrange au format minuscule qu'il avait dégoté je ne sais où. Mes yeux s'arrêtent sur l'étrange scène de la couverture où Spider-Man fait reculer d'un bras protecteur la foule devant une espèce de guignol déguisé en arlequin bicolore chevauchant une langue globuleuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis intrigué. Ouais, nous aussi. Oh, toi ta gueule. C'est le Nova numéro 37 de février 1981 que mon père a dû probablement acheter chez un vendeur d'anciens numéros invendus, comme il y en avait beaucoup à l'époque sur les marchés de ma vie. Je n'avais jamais vu de Nova, je connaissais Strange, que mon cousin m'avait donné en 1978, le numéro 107, je vous en ai déjà parlé, un numéro que je gardais précieusement et qui était le seul en ma possession. Mais en cette année 1981, mon meilleur ami m'avait montré un épisode qui m'avait mis mal à l'aise de Daredevil, dans Strange 114, où on
on voyait le hibou tenter de voler le cerveau de Daredevil pour une raison non expliquée. Cet épisode m'avait quelque peu impressionné. Je ne sais pas d'où est-ce que mon ami avait sorti ce Strange datant de 1979, mais il l'avait bien entre les mains en 1981. De même, il m'avait fait découvrir l'album de Spider-Man appelé L'araignée aux Jeux Olympiques d'hiver, où je voyais Hulk et l'homme taupe foutre le boxon en plein milieu de la compétition. Au passage, on a un Hulk déguisé en gladiateur qui affronte Spider-Man, un peu comme dans le film Ragnarok. Troublante coïncidence, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas flagrant. Hein. Ouais, boss. J'avais donc connaissance de l'univers Marvel, d'autant qu'à la télé, il y avait la série Hulk, le dessin animé des 4 Fantastiques, et là je vous mets pas le générique, et celui de l'araignée. Donc, j'étais pas inculte. Et j'ai saisi ce Nova 37 et j'ai commencé à le lire. J'y découvrais un épisode des 4 Fantastiques affrontant, oh bah tiens, quelle coïncidence, l'homme taupe, une tête connue pour moi. Les laquais jaunes du vilain avec leurs yeux globuleux me rappelaient ce que j'avais vu dans un album de l'araignée. J'ai donc facilement accroché à cette histoire puisque j'étais familiarisé à un groupe de méchants déjà vu la même année. C'est aussi là que j'ai découvert la séduisante Spider-Woman avec ses couleurs rouges et jaunes, gracile et terriblement sensuelle dans les moindres traits. Bah ça alors, il y avait un pendant féminin de Spider-Man. Je n'en revenais pas. Elle y affrontait un méchant avec une grosse gueule de proto. Je veux bien sûr parler de Frère Grimm. Enfin, je lisais les incroyables et malsaines aventures de Peter Parker, alias l'araignée, où il se transformait en monstre vert à cause d'une irradiation dans le laboratoire du professeur Connor, alias le lézard. La scène où il se transforme en araignée lézard était incroyable à mes yeux de chérubin. Je trouvais ça incroyablement séduisant. J'adorais les monstres à l'époque, alors vous pensez bien que j'étais captivé. La scène finale où il manque de se noyer dans les égouts m'avait également impressionné. De même, le fait qu'il porte plus son masque de l'araignée, mais un simple tissu déchiré, m'avait fait voir l'araignée sous un autre angle. Bon sang, je me rendais compte que Spider-Man était avant tout Peter Parker. Surprise, motherfucker! Cet épisode m'a vraiment emballé, même si je trouvais que l'affrontement contre Schizoid Man était un petit peu léger. Un guignol déguisé en arlequin se déplaçant sur une forme tentaculaire assez cheap m'avait moins emballé quand même. Mais bon, globalement, j'étais un peu plus mordu de l'univers Marvel. Déjà à l'époque, quelque chose me chiffonnait. Un indéfinissable je ne sais quoi m'envahissait en regardant cet épisode. Un peu comme s'il manque quelque chose, et mon sentiment était fondé. Ah bon? J'ai découvert dernièrement la version originale de cet épisode, et on peut dire que Lug taillait dans le vif sans hésiter. La maison lyonnaise n'a pas hésité à retirer 6 pages à la VO qui totalisait 17 pages. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Et bien dans le Nova 37, il n'y avait plus que 13 pages dont certaines sont des montages de cases. Tu nous montres ça? Et ben allez, on regarde ça. Durant le combat contre Schizoid Man, des éléments sont retirés. Bon, on le sait maintenant, Lug retirait des onomatopées, et ce fut le cas pour cet épisode, ainsi que des éléments visuels, pourtant utiles pour donner du rythme à l'action. C'est parfois les onomatopées, comme dans cette case, mais bon, passons encore. Pourquoi pas ici également où Lug enlève le puissant Zvok, ou l'impact de la calotte de Spidey sur le méchant. Admettons. Mais quand ce sont des éléments essentiels à la compréhension de l'histoire qui disparaissent, ça change pas mal le contenu. Les monstres de Schizoid Man en ont fait les frais chez Lug. Ils disparaissent de certaines cases. À la page 9 de Nova, on voit 4 monstres foncer sur Spider-Man. C'est beaucoup. Eh ben, il y en a moins que dans la version originale, vous voyez plutôt. Ah ouais? Arrête d'intervenir comme ça, c'est chiant. Alors que disait la loi à ce sujet? Certaines représentations fabuleuses et monstrueuses où interviennent des robots et des animaux fantastiques, en même temps que les sortilèges magiques, développent une ambiance d'épouvante. Il y a lieu d'éviter dans ces évocations les excès qui seraient de nature à provoquer jusqu'à des troubles nerveux. C'est drôle de dire ça quand on sait que les gosses peuvent voir aujourd'hui des choses bien pires. Enfin bon. Du coup, on ne s'étonne pas de voir l'épisode massacré avec la disparition des monstres ici et là, de page en page, comme fondent les revenus de nos petits vieux de jour en jour. Où tu vas là? Remarquez aussi la main coupée sur l'original qui n'apparaît pas chez Lug. Des pages sont carrément retirées, comme celle-ci que vous ne trouverez pas dans le Nova. Venons-en à la page 13 de Nova avec Spider-Man qui devient un lézard. Ça, c'est la version originale. Et ça, c'est le massacre de la censure lugienne. Après, je dois avouer que cette réadaptation a quelque chose de tout aussi horrible. Moi, je pense même que c'est plus traumatisant que l'original, car on a ici une forme humanoïde très proche de Spidey, plus choquante qu'un monstre reptilien. En tant que gosse, cette image m'avait beaucoup marqué. J'ai le sentiment que finalement Lug a fait pire que l'original en fin de compte, car cette image est stressante. Et ça va même assez loin dans la censure lugienne, à l'image de cette dernière page où Spider-Man, changé en lézard, est totalement modifié par la maison lyonnaise. Le visage d'abord reste de forme humaine, voyez, hein, et puis la queue du lézard a complètement disparu. Surprise, motherfucker! Pour finir, il y a les montages à la con faits par Lug qui coupent à vif dans l'œuvre originale. Des pages de la VO disparaissent dans le Nova et ça devient des montages alambiqués. Alambiqué? Oui, alambiqués. Comme cette page du Nova qui est composée de cases de différentes pages de la VO. J'ai pas compris ta phrase. Moi non plus.
Et le délire va jusqu'au bout avec la dernière case qui ne vient même pas du numéro original. Voilà, je n'ai pas résisté une fois de plus à vous montrer le joli massacre de la maison Lugienne, même si je sais que c'était absolument nécessaire pour que la maison ne mette pas la clé sous la porte. Mais quand même, ça reste du beau massacre. C'est clair, bâtard. Voilà, cette émission est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura rappelé de bons souvenirs, surtout pour les anciens, et permis quelques découvertes pour les plus jeunes. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours bien d'avoir vos retours sur l'émission. Allez, salut les geeks. Salut. Allez où tu te caches? Ici que je te bute, enculé!